Média vous propose Café Noir. Et c'est pour qui les cafés? Une émission présentée par Nadir Hadawi. Ça déménage. Bonjour, je suis heureuse de recevoir aujourd'hui dans Café Noir une confrère professionnelle qui va parler avec nous aujourd'hui de la fête de la liberté de la presse, enfin si l'on ose dire la fête. Bonjour Felida Rayali. Bonjour. Donc on est content de vous avoir aujourd'hui. Je vous présente en quelques mots parce que un CV assez chargé. Hein. Vous êtes une ancienne de RFI, vous étiez au desk Moyen-Orient. Responsable du desk Moyen-Orient, grand reporter. Vous faites l'école des hautes études internationales, l'école supérieure de journalisme de Paris, et vous êtes aussi spécialiste en conseil communication. Donc vous avez été à l'UNICEF, à plusieurs institutions internationales. Aujourd'hui, vous allez nous conseiller, nous ici, je dirais. Alors, on vous a vu aussi hier dans la marche du 1er mai, la fameuse marche du 1er mai, la fête du travail. On commence par ça peut-être. Alors vos impressions hier, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de couleurs politiques. On s'attendait pas à cela, on s'attendait vraiment à une marche du travail pour les travailleurs. Et il y a eu beaucoup de critiques, beaucoup de Tunisiens étaient beaucoup plus inquiets que contents de voir toutes ces couleurs. Pour eux, ça signifiait plus de fragmentation politique, plus de division et plus de manipulation, Felida Rayali. J'ai pas tout à fait la même lecture que ces Tunisiens dont vous parlez, parce que à partir du moment où toutes les forces politiques se retrouvent dans une marche comme celle du 1er mai, qui, au-delà de la fête des travailleurs, est en Tunisie aujourd'hui, dans le contexte tunisien, une journée hautement symbolique pour défendre certaines libertés non négociables pour instaurer la démocratie dans notre pays. Au contraire, moi je trouve très bien que toutes les forces politiques y soient. C'est la preuve que les Tunisiens peuvent se rassembler sur un projet de liberté au-delà des divergences politiques et des querelles de chapelle ou de mosquée, puisque nous sommes dans un pays musulman. Oui, absolument. Et donc, vous pouvez aussi peut-être nous analyser un peu ce qui se passe au niveau politique, parce qu'on dit que c'est une démocratie naissante, on dit que le Tunisien apprend aujourd'hui à analyser son paysage politique. C'est vrai que les craintes laissent entrevoir d'autres réalités que sur le terrain. Les divisions, c'est parce que l'Assemblée constituante est aussi une nouvelle expérience pour les politiques eux-mêmes. Alors comment vous voyez cet équilibre entre l'Assemblée constituante, le gouvernement, la présidence? Parfois on a l'impression, nous ici, qu'il y a 3 gouvernements un peu. Est-ce que on va arriver à terme à quelque chose qui se tient, Felida Rayali? Je pense qu'à terme, on va finir par arriver à avoir une nouvelle constitution. La question est... Tôt ou tard. Est-ce qu'on va y arriver, à mon avis, plus tôt que tard, mais la question est quel type de constitution? Est-ce que nous allons avoir une constitution qui assoit réellement la démocratie avec la protection de tous les droits universels? Je rappelle que la Tunisie a quand même adhéré à un certain nombre de traités et de conventions internationaux qui engagent l'État tunisien au-delà des partis politiques et des tendances, et que nous sommes tenus de respecter ces traités et ces conventions. Oui. Donc il y a des droits non négociables qui doivent apparaître dans cette future constitution. Vous savez, j'ai suivi beaucoup de transitions démocratiques au cours de ma longue carrière, et ça prend toujours énormément de temps. Ça ne se fait pas en un jour. Et là, vraiment, nous en sommes aux prémices. Hein. Moi, je donne 10 ans au moins à la Tunisie pour qu'elle devienne une réelle démocratie.
Oui, absolument. On reviendra à la politique tout à l'heure. On a besoin aussi d'avoir votre avis, Falida Ariel. Et on va parler du journalisme et du journaliste, puisque le 3 mai prochain, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Demain. Oui, demain, c'est vrai. Il m'a semblé que c'était encore plus loin. Je voulais la retarder encore plus. Vous participez d'ailleurs à plusieurs réunions, table ronde autour de cette question-là. Quel est votre avis sur le paysage médiatique de la Tunisie d'aujourd'hui et d'il y a 2 ans, hein, parce qu'on a l'impression, nous, ici, que Pour parler ça n'a pas vraiment changé. pour parler du paysage médiatique, je reprends souvent une formule de notre confrère Taoufik Ben Brik, Oui, qui, tout provocateur qu'il est, et il faut des provocateurs, a dit un jour « La dictature a tué le journalisme », c'est-à-dire qu'elle a tué un métier. il a même dit qu'elle a sinistré. Tué, c'est Le pire que journalisme, ouais. sinistré. Oui, Mort, dead, Oui. finish. Il n'y a jamais eu de journalisme tel qu'on le conçoit en Tunisie depuis l'indépendance en 1956. Cette mise à mort du journalisme en Tunisie ne date pas de Ben Ali, elle date de Bourguiba. oui, Il n'y avait pas de liberté d'expression, il y avait un culte de la personnalité énorme, c'était le combattant suprême à longueur de journée, etc. Donc, le journalisme se porte très mal en Tunisie. Certes, depuis le 14 janvier, les gens s'expriment librement, mais c'est un secteur qui a besoin d'être entièrement restructuré, quel que soit le type de média, presse écrite, radio, télévision. Il faut, à mon avis, tout remettre à plat et repartir à zéro. Oui, justement, Falida Ariel, tout a besoin d'être remis à plat, mais il y a des retours de manivelle aussi qu'on craignait. Par exemple, le retour de la presse de caniveau aujourd'hui, la presse jeune, ce qu'on appelle la presse jeune, les divisions entre les journalistes eux-mêmes, entre le corps des métiers, en fait, n'existait pas. Donc, ces relations dangereuses entre le pouvoir et les médias qui fait encore vaciller une possible résurrection, parce que vous dites qu'il n'y avait pas donc de paysage médiatique. Comment, selon vous, par quoi commencer? Est-ce qu'on doit commencer Tout d'abord, pourquoi doit-on commencer, tout Falida d'abord, Ariel? je voudrais dire que ce que l'on observe aujourd'hui depuis le 14 janvier 2011, c'est que sous les précédentes dictatures, les atteintes à la liberté d'expression étaient exclusivement le fait de l'État tunisien et concernaient essentiellement les questions politiques. Depuis le 14 janvier, on assiste à une nouvelle dérive vers une forme de censure morale et religieuse qui s'est installée violemment par l'intermédiaire de groupes religieux extrémistes qui, jusqu'à présent, ont agi contre les médias en toute impunité. Et ça, c'est très, très grave. Oui. Nous ne voulons pas d'un ordre moral. La morale, c'est le journaliste lui-même qui se la fait en respectant la déontologie, en étant honnête, en allant voir toutes les parties lorsqu'il traite un sujet pour pouvoir transmettre à son lecteur ou à son auditeur ou au téléspectateur l'image la plus complète du sujet qu'il propose. Et j'ai toujours pensé que le public, le citoyen qui consomme la presse est parfaitement capable d'arriver à se faire une opinion lui-même à partir de ce que lui propose le journaliste. C'est ça le rôle du journaliste. Oui, précisément, il y a ce rapport donc dangereux avec le pouvoir moral et religieux, mais aussi le pouvoir policier. On a vu qu'il y a toujours les affrontements de plus en plus intenses entre la police et les médias, et ça veut tout dire. Ça témoigne de quelque chose qui était invisible, d'une invisible, non, silencieuse. parce que là, c'est un corps à corps. Je suis désolée, sous la dictature,
on ne voulait pas voir le rapport violent entre Oui. les journalistes et la police. Eh bien, je peux vous dire qu'il existait bel et bien. Hein. Oui, il existait. Je l'ai expérimenté moi-même. Oui, j'ai fait sait. quelques séjours au ministère de l'Intérieur. Ça n'a jamais été très loin parce que j'ai la double nationalité et la France automatiquement se mêlait de mon petit sort et j'en sortais très vite. Mais non, la violence a toujours existé contre les journalistes de la part du pouvoir politique. Aujourd'hui, non, je ne dramatiserai pas cette violence aujourd'hui, non. C'est pas parce qu'on a tabassé quelques journalistes le 9 avril. Vous savez, ça arrive partout, hein. J'en ai vu, moi, des journalistes tabassés. Le 3 mai de l'année dernière, enfin, ça s'est répété. Je ne suis pas en train d'excuser la police, Ouais. mais je veux dire que ce n'est pas aussi grave que ça ne l'était sous le régime de Ben Ali ou même sous le régime de Bourguiba. Je veux dire que ce sont des indices quand même que... Ce sont des indices il faut inquiétants, travailler bien sur ce entendu. rapport-là. Oui. Bien entendu. Oui. Ce sont des choses sur lesquelles nous devons rester vigilants et surtout faire comprendre à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui que la liberté de la presse, c'est pas seulement un privilège des journalistes. La liberté de la presse, c'est un droit des citoyens. Les citoyens ont le droit d'être informés. C'est la base d'une société démocratique. S'il n'y a pas d'information, il n'y a pas de démocratie. Et pour qu'il y ait information, il faut que les journalistes puissent exercer leur métier correctement et il faut qu'eux-mêmes se déterminent par une déontologie et par une rigueur qui fait que leur travail sera respecté. Oui. Vous savez, on ne reproche pas à un journaliste professionnel qui fait bien son boulot la manière dont il a fait. Moi, j'ai rarement eu des retours sur ce que j'ai pu écrire ou dire en me disant c'est faux et tout. Non, il ne pouvait pas dire c'est faux parce qu'il faut enquêter. Oui. Ce qui se passe à la télévision nationale, justement, je voudrais parler avec vous, Falida Ayari, des médias publics, de l'importance des médias publics dans ce que vous venez de dire. La télévision nationale qui était bannie, honnie, détestée, qui devient aujourd'hui un enjeu de pouvoir, encore une fois, et avec beaucoup de pression, parce que, en perspective des élections à venir, ça devient d'une importance majeure. Comment sauvegarder les lignes rouges, je dirais, par rapport aux médias publics? Comment protéger les médias publics qui viennent de sortir de ce statut affreux de médias gouvernementaux, qui sont pas encore, peut-être ils y arrivent pas encore. Comment préserver les médias publics pour que justement l'information puisse arriver aux citoyens tel qu'il se doit, Falida Ayari? C'est très simple. L'INRIC l'a proposé. Il faut créer cette haute autorité de l'audiovisuel. La HAICA, oui, la HAICA qui va réguler le secteur. On se demande pourquoi, jusqu'à présent, cette proposition est restée lettre morte. Il y a quand même dans le pays un certain nombre de professionnels qui connaissent bien les médias, qui ont une longue expérience, qui sont capables de siéger dans cette haute autorité de régulation. Ça, c'est un premier pas pour protéger les médias publics. Les médias publics sont absolument essentiels dans une démocratie. Il n'y a pas une démocratie qui n'a pas de médias publics. Même les États-Unis, qui sont l'expression extrême du libéralisme, ont NPR, National Public Radio, et ont PBS, Public Broadcasting Service, donc en télévision. Donc même si... Et ce sont des médias de référence. Donc il est hors de question de privatiser la télévision publique. Et personnellement, j'ai été atterrée lorsque un responsable d'Ennahda a soulevé l'hypothèse d'une privatisation. Oui. C'est complètement aberrant. On ne peut pas vivre sans service public. Le service public, c'est la garantie de la démocratie. Le service public, c'est l'État, c'est pas le pouvoir. Malheureusement, dans les régimes d'avant le 14 janvier, les services publics n'étaient qu'une caisse de résonance des pouvoirs en place. Mais il est temps que la Tunisie se dote d'un service public responsable
qui sert de contre-pouvoir. C'est pas pour rien qu'on dit que nous sommes le quatrième pouvoir. Ouais, mais à cause précisément de cette mainmise, les médias publics restent au bord du gouffre un peu, Falida Ayari. Donc aujourd'hui, les journalistes qui sont à l'intérieur, qui se battent parfois difficilement pour sauvegarder cette indépendance du média public, mais le journaliste lui-même, faisant un petit portrait, qu'est-ce qu'un journaliste de média public, Falida Ayari, aujourd'hui? Ah non, moi je fais pas de portrait du journalisme de médias publics et du journaliste de médias privés. Un journaliste est un journaliste, quel que soit... Portrait d'un oui, journaliste. Voilà, portrait D'accord, d'un journaliste. professionnel. Je voulais juste préciser qu'il n'y a pas de différence, quoi. On est mu par... un journaliste, d'abord, il doit être curieux. Il doit être curieux. S'il n'est pas curieux, il change de métier, c'est même pas la peine. Il faut qu'il ait envie de comprendre. Hein. Il faut qu'il ait un carnet d'adresses. Hein. Et il faut qu'il ait une excellente culture générale. Et un journaliste sérieux, lorsqu'il se penche sur un sujet, il se documente avant d'aller voir les interlocuteurs concernés par le sujet. Parce que si on ne possède pas le sujet, comment voulez-vous pousser dans ses retranchements un homme politique ou un homme d'affaires si vous ne connaissez pas vous-même le plus possible l'activité de cette personne, ses idées politiques, etc. Donc c'est un métier où il faut énormément travailler. Hein. On n'écrit pas un papier radio en 5 minutes, c'est faux. Il faut prendre le temps. Voilà ce que je peux vous dire sur les qualités que doit avoir un journaliste. Un journaliste doit aussi se remettre sans cesse en question. Et donc être... sans complexe. Oui, non, il ne détient pas la vérité, le journaliste. Hein. Il faut qu'il fasse preuve d'humilité. Il peut se tromper. Et surtout, il faudrait que les journalistes tunisiens comprennent que faire du journalisme, ce n'est pas transmettre sa propre opinion. L'opinion de Nadia Hadewi ou de Falida Ayari compte très peu. Quelle importance, hein. L'essentiel est de transmettre l'information dans sa globalité. Oui, de contribuer dans tout un paysage, en fait. C'est ça, le problème. Et donc, Falida Ayari, pour revenir à la politique, les médias aujourd'hui sont très, très politisés. On parle du média comme ça en vrac, les médias publics, les médias privés, alors que c'est un paysage. On fonctionne par concurrence, on fonctionne par échange, par chiasme, je dirais. Comment, selon vous, la formation du journalisme, qui a le droit d'être journaliste? On a beaucoup discuté de ça, même au sein de l'INRIC, depuis 1 an et demi. Est-ce que seulement quelqu'un qui est formé dans un institut de presse a le droit d'être journaliste? Ou est-ce que c'est la déontologie qui détermine le statut de journaliste? On aimerait avoir votre avis là-dessus, Falida Ayari. C'est très important pour le cours de métier, pour ce qui va advenir. Je vais vous dire une chose. J'ai toujours voulu être journaliste et j'ai commencé mes études par une école de journalisme. Et quand j'ai fini, je me suis dit c'est pas assez. Ouais. Et je suis allée faire Sciences Po à Paris parce que c'était pas assez. J'avais pas appris assez de choses pour analyser les événements politiques, etc., etc. Donc, moi je trouve que c'est une ineptie qu'en Tunisie, le syndicat national des journalistes et toute la profession disent il faut sortir de l'IPSI pour être journaliste. Non, ça fait 8 mois que je suis dans le pays, j'ai rencontré des tas de jeunes qui n'ont jamais mis les pieds dans une école de journalisme et qui font du très bon travail. Pour être journaliste, il faut avoir la niaque, c'est-à-dire qu'il faut avoir envie. Et rester dans l'éthique et la déontologie. Évidemment, ça c'est le b.a.-ba. Ouais. Ça, on va pas revenir dessus. On l'a déjà dit plusieurs fois, mais il faut que ce soit une passion. Hein. Oui. Si c'est pas une passion, c'est pas la peine, hein, parce que c'est un métier extrêmement prenant. Hein. Moi, j'ai vu dans ma petite expérience au sein d'un service public tunisien, des journalistes faire leur vacation de 5 heures, et à 5h01, ils étaient partis. Ouais. Non, ça marche pas, ça. On sera jamais un bon journaliste comme ça.
Bon, c'est le système qui a fait ça aussi. Derrière, Voilà, il faut le oui, dire. voilà. Les journalistes sont mal payés, sont mal considérés, sont mal respectés, C'est vrai qu'il faut sont maltraités. absolument, Voilà. il faut absolument, et là je m'adresse au patron de presse, il faut revaloriser ce métier. Il faut payer les journalistes correctement. Ce n'est pas normal d'être si mal payé pour un des métiers les plus difficiles du monde, mais aussi un des métiers les plus passionnants du monde. Oui, voilà. On passe sur la formation. Je veux revenir, il nous reste 10 minutes, je veux revenir avec vous sur la politique, ça m'intéresse beaucoup. Alors, vous avez été grand reporter au sein de Radio France Internationale, non seulement au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique du Nord et même ailleurs. Votre regard sur ce qui détermine aujourd'hui l'expérience tunisienne au niveau régional et même international, qu'est-ce qui nous détermine aujourd'hui par rapport à ce qui se passe chez nos voisins proches et même moins proches, Falid Ariel aujourd'hui? Que doit-on craindre par rapport à ce qui se passe ailleurs? Est-ce que la Tunisie est vraiment un exemple, puisque le printemps arabe, entre guillemets, a commencé ici? Quel est votre regard sur tout ce processus-là qui semble un peu flou pour nous, vu d'ici? La Tunisie, oui, a été le premier pays à se révolter. D'accord. Maintenant, je ne crois pas que nous soyons déjà un modèle ou un exemple. Le monde entier, et donc le monde musulman, le monde arabe, le monde musulman s'étend jusqu'au fin fond de l'Asie. Voit une montée de l'extrémisme. C'est quoi l'islamisme? C'est l'expression de l'extrême droite. Moi, je veux bien, nous entendons des tas d'analystes dire il y a un islamisme modéré. J'ai pas encore rencontré un islamiste modéré. Dieu sait si j'en ai rencontré dans ma vie de Tanger à Téhéran, et je viens de vivre 2 ans en Afghanistan. Donc, nous assistons à une montée des extrêmes droites. Nous assistons à ce qu'avait prédit Malraux. Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Donc, une montée des religions. Et corollaire de cette montée de la religion, un phénomène qui existe depuis les années 90, le terrorisme islamiste, c'est-à-dire le djihadisme, avec bien sûr dans notre région l'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui pose beaucoup de questions et d'inquiétudes parce qu'effectivement, depuis le 14 janvier et après le conflit libyen, il y a pas mal d'armes qui se baladent dans la région et nous ne sommes pas à l'abri d'incidents terroristes. Enfin, mais je pense que pour le moment, c'est plus ou moins sous contrôle. Oui. Et donc, ce qui se passe aussi en Occident, comme disait Thierry Briand qui était là à Café Noir, c'est un effet de miroir incroyable. C'est-à-dire, on voit ce qui se passe là-bas et c'est comme si on se renvoyait l'image de l'un de l'autre par rapport à l'extrême droite, ce que venait de dire Falid Ariel. Et pourquoi est-ce qu'on veut voir précisément que l'islamisme est un extrémisme à surveiller de près, alors que justement l'extrême droite, la montée de l'extrême droite en Europe aussi... Toutes les extrêmes droites sont à surveiller de près. Est aussi à surveiller de près, oui. Absolument, absolument. Vous savez, l'Occident, on parle de l'Occident comme si c'était quelque chose de très loin de nous et d'étranger. Mais non! Depuis l'Antiquité, nous sommes mêlés à l'Occident. Nous sommes un pays méditerranéen. Nous sommes dans ce qui a été le berceau de la civilisation. Hein? Faut pas oublier cette dimension de la Tunisie quand même. Hein? Rome a détruit Carthage. Donc, l'Occident est là. On en fait partie. On en fait partie. Il faut connaître son histoire. Bien sûr. Donc, cessons de diaboliser cet Occident qui serait l'ennemi, qui nous empêcherait de nous développer, d'avancer, etc. Non. Travaillons ensemble. Nous appartenons à la même mer géographique et culturelle.
Oui, justement pour se pencher encore de plus près sur ce que vous dites là sur l'extrême droite, j'aimerais revenir à l'émission qu'a faite Julian Assange. On sait que Julian Assange a démarré une émission, sa propre émission sur Russia Today, et il a invité le président Mansour Marzouki, avec qui il a fait une interview. Alors, Monsieur Marzouki revenait sur la place des salafistes, et il a dit qu'il faudrait craindre de leur part pour la démocratie, alors qu'en janvier dernier, il disait tout à fait le contraire, mais qu'il faut surveiller ça avec beaucoup de précaution. Est-ce que pour vous, il y a une différence entre les salafistes et les Nahdaouis, entre les islamistes extrémistes et les non-extrémistes? Bien sûr, comment vous voyez les choses? Il y a une différence fondamentale. Ouais. Ennahda, c'est un parti politique qui s'inscrit dans le jeu démocratique, qui accepte les élections, donc qui accepte le jeu démocratique. Les salafistes sont dans un autre monde. Ils sont encore au 7e siècle, dans le Najd, en Arabie Saoudite. Ils veulent revenir à l'islam tel qu'il était pratiqué sous le prophète. Mais moi, je dis toujours que si le prophète était parmi nous aujourd'hui, il serait sans doute dans un costume Hugo Boss, il utiliserait Internet et un téléphone portable. Ouais. Pour revenir donc au président Marzouki, on va peut-être finir avec ça. Il reste quand même, sa popularité n'a pas failli depuis qu'il est à ce poste. Et donc, pour revenir aussi à cette interview avec Assange, qui lui posait la question, est-ce que vous êtes arrivé à concilier entre votre vocation de droit de l'homiste et votre rôle de président de la République? Comment vous voyez-vous cet avenir du président Marzouki? D'abord, le président Marzouki est un président provisoire pour le moment. Hein. C'est un président intérimaire. Mais c'est une figure importante dans ce paysage qui se met en place. Oui. Je n'ai pas eu l'occasion de le revoir depuis qu'il est devenu président, mais je l'ai connu lorsqu'il était militant des droits de l'homme et exilé en France. Lui aussi est en apprentissage. Hein. Lui aussi est en train de faire sa transition de militant pour les droits humains à homme politique et homme d'État. C'est pas facile. Voilà. Et donc, cette interview est à lire. Elle a été d'ailleurs traduite dans toutes les langues. Vous pouvez la lire sur le site de Russia Today. C'est très intéressant de lire ce qu'a dit le président Marzouki. Et Julian Assange a peut-être le talent de faire parler les gens, puisqu'il a interviewé aussi d'autres gens. L'émission, elle commence. Donc, Farida Ayari, je vous laisse le dernier mot. Hein. Je ne vais pas vous poser la dernière question. Je vous laisse le dernier mot. Le dernier mot pour dire que nous célébrons demain la Journée mondiale de la liberté de la presse. Qu'est-ce que vous nous souhaitez? Je souhaite à la presse... Je vous ai posé la question quand même. Non, je souhaite qu'il y ait un cadre régulateur pour les médias audiovisuels et tout. Mais ce que je voudrais surtout dire, puisqu'il me reste à peine 30 secondes, c'est que la liberté de la presse, la Journée mondiale de la liberté de la presse, c'est aussi pour rappeler le souvenir des nombreux journalistes qui sont tombés dans l'exercice de leur métier. Et moi-même, j'ai perdu cette année mon ami Gilles Jacquier de France 2. Édith Bouvet de RFI, qui était à RFI, qui travaillait pour le Figaro, a été blessée en Syrie et heureusement, elle a pu être exfiltrée et soignée en France. Et puis aussi Romain Langlois de France 24, actuellement blessé à l'épaule gauche et qui est prisonnier des FARC en Colombie, la guérilla colombienne. Oui, on leur rend hommage aujourd'hui et demain. Merci beaucoup, Farida Ayari, d'être venue dans Café Noir. Je vous remercie, c'était un plaisir. Merci. Merci Anis Lolimi. Au revoir. Café Noir. Et c'est pour qui les cafés? Une émission présentée par Nadia Hadawi. Ça déménage.